Les pénuries d'essence qui continuent de s'aggraver en France. Résultat, c'est le chaos dans les stations-service, dans beaucoup de stations-service. Même si Elisabeth Borne nous parle, la Première ministre, d'une amélioration possible en fin de semaine. Bonjour Charles. Bonjour David, Charles Sana, bonjour à fondateur du tous. site Insolencia. Merci d'être là avec nous. On a donc ce mouvement de grève qui touche, on le sait, plusieurs raffineries, qui a été reconduit, à la fois chez Total Energy, qu'on met beaucoup en avant, mais aussi chez ExxonMobil. Situation très tendue, on le sait tous, on le voit tous, on le subit tous dans les stations-service. Total Energy accepte cette proposition de la CGT d'ouvrir les négociations, non pas au 15 novembre, mais dès cette semaine. Mais il y a ce préalable de cesser les blocages des dépôts de carburant qui ne plaît pas à la CGT, qui poursuit le mouvement de grève. Il n'y a pas de date de négociation en vue, hein. Il n'y a pas de sortie de crise au moment où on se parle, hein. Au moment où on se parle, non. Au moment où on se parle, c'est le statu quo, David. Et effectivement, eh bien, officiellement, il n'y a pas de pénurie en France d'après le gouvernement. Et il n'y a pas de pénurie, mais la situation de non-pénurie va aller en s'améliorant, mais on ne sait pas comment, à partir du milieu de la semaine, selon les autorités compétentes. Voilà. Non mais on se dit quoi? On se dit qu'à tout moment, encore une fois, tout ça peut se débloquer, même si on n'en prend pas le chemin, sachant que là, on reste sur l'économie aussi. Il y a des demandes de hausse de salaire de 10% de la part des syndicats, encore une fois, CGT et FO, 7% pour compenser l'inflation et 3% pour comme une participation au bon résultat des pétroliers. Ça fait 150 millions d'euros que les syndicats demandent à Total Energy face à 18 milliards d'euros de profit. On se dit qu'effectivement, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, non? Alors, si, il y a une énorme raison pour que ça passe pas, et je vous propose qu'on commence à prendre un petit peu de la hauteur et qu'on commence à regarder plus loin devant nous. Alors, effectivement, il y a ce mouvement de grève, il est pénible, on n'en a pas, on n'a pas d'essence dans nos stations-service, on est obligé de faire de la queue, c'est agaçant, c'est anxiogène, c'est tout ce que vous voulez. Mais en fait, tout ça préfigure le monde qui arrive. Alors, le monde qui arrive, c'est un monde où on interdit la voiture thermique en 2035. Si on interdit la voiture thermique en 2035, on arrête déjà d'investir dans les moteurs thermiques. Mais on arrête également d'investir dans les capacités de raffinage. On arrête d'investir dans les capacités de transport d'un carburant qu'on n'utilisera plus dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux essayer de vous expliquer? Je veux essayer de vous expliquer que si vous augmentez aujourd'hui de manière significative les gens de la branche pétrole, vous augmentez significativement le coût des licenciements dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, parce que vous allez devoir progressivement redimensionner vos capacités industrielles autour des carburants fossiles et des carburants classiques, puisque le moteur à explosion sera interdit dans 10 ans. Donc, je vais commencer par vendre de moins en moins de voitures à essence, enfin, à carburant. Je vais vendre de plus en plus de voitures électriques. Si ce n'est pas des voitures électriques, ce sera des voitures à hydrogène. Et puis, si c'est ni l'électrique ni l'hydrogène, eh ben, ce sera la calèche, peu importe. Mais je suis condamné à vendre de moins en moins de carburant. Donc, l'une des grandes problématiques du secteur de l'énergie, quand vous vous situez du point de vue des directions, c'est évidemment de maîtriser l'évolution de la masse salariale de gens dont ils n'auront plus besoin et de capacités de production dont ils n'auront plus besoin à très brève échéance. Donc, c'est une immense mutation qui arrive. Les directions le savent, mais les syndicats le savent aussi. Et donc, l'enjeu est bien plus important que les 7% d'inflation pour les salariés et que les 3% de participation au super profit des pétroliers dont parle le gouvernement et donc qui évidemment est l'occasion pour les syndicats de demander un petit peu de sous pour les salariés. Mais le fond du problème est bien plus grave en réalité et bien plus préoccupant. On est sur une mutation industrielle. On est sur une mutation industrielle qui va impliquer une baisse importante et significative des investissements et donc des capacités de production. Et la pénurie que vous vivez aujourd'hui, en réalité, c'est peut-être notre quotidien de demain. Alors, pas demain, après-demain ou après-demain, pas dans un an, pas dans 24 mois, mais dans les 10 années qui viennent, on va vivre ce genre de choses presque comme une nouvelle normalité, parce que c'est une transition. Et une transition, c'est toujours extrêmement complexe à gérer. Ouais, sauf que qui dit prix du pétrole élevé dit de nouvelles capacités de forage, d'investissement. C'est plus facile de forer du pétrole quand il vaut 100 dollars que quand il en vaut 30, non? Mais là, ce n'est pas une question de capacité de trouver du C'est pétrole de et de réglementation. C'est la réglementation. juste que vous n'avez pas le droit, vous n'avez plus le droit d'utiliser des voitures à pétrole en 2035.
Mais David, ça veut dire que Total Energy va fermer ses raffineries, ça veut dire que Total Energy va fermer ses stations essence, ça veut dire que Total Energy, alors je prends Total, enfin Exxon, tout ce que vous voulez, ça veut dire qu'on va avoir besoin de moins de camions pour transporter moins d'essence et moins de carburant, puisqu'il y aura moins de voitures au carburant qui vont rouler. Et tout ça, ça commence très rapidement, puisque dès 2024, vous avez les zones à faible émission dans toutes les grandes villes et ces ZFE vont exclure des milliers, des centaines de milliers de véhicules. Donc, si vous voulez, on va vers une baisse tendancielle extrêmement forte de la consommation de carburant. C'est d'ailleurs toute la volonté des dirigeants. Hein, dans la transition écologique, on veut se passer, s'affranchir des carburants fossiles. Mais ça implique des conséquences extrêmement concrètes dans le quotidien de nos concitoyens. Ça veut dire aussi et c'est un autre sujet, quelle va être la position exacte du gouvernement? Est-ce qu'on utilise ce conflit comme étant un moyen d'accélérer la transition et de dire aux gens, passez à l'électrique, laissez tomber votre voiture, passez à la trottinette, passez au vélo électrique, passez à la voiturette électrique, passez à la voiture électrique à 100 euros, etc., etc. Est-ce qu'on utilise ce conflit et cette pénurie comme un accélérateur de mutation? Ou est-ce qu'on le traite comme un conflit social classique où on dit non, 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 nous, le gouvernement, on veut absolument que les syndicats vous trouviez un accord et que la direction vous cédie un peu. C'est pas évident qu'il n'y ait pas une forme de tentation d'utiliser aussi ce conflit comme un moyen d'accélérer la transition énergétique. Et sur le conflit en tant que tel, pardon de revenir à un temps présent, est-ce que le gouvernement met suffisamment la pression, encore une fois, sur la direction de Total et aussi sur la CGT, qui par sa grève préventive, c'est ce qui fait que la CFDT la rejette, est à l'origine de ces pénuries? Eh bien, écoutez, votre question, elle est très juste et la réponse, elle est pas aussi simple ou aussi facile que peut l'impliquer la question, parce qu'encore une fois, ça nous renvoie à qu'est-ce que le gouvernement a dans la tête. Est-ce qu'on utilise encore une fois ce conflit pour dire on doit se sortir du pétrole parce que le pétrole, c'est plus la solution d'avenir et donc bah, vous vous mettez d'accord, vous vous mettez pas d'accord. Moi, de toute façon, je dis aux Français, passez à l'électrique, à la trottinette, au transport en commun, etc. etc. Ou alors, est-ce qu'encore une fois, je le traite comme un conflit classique et je dis attendez, là, j'ai trop de perturbations à un moment donné où en plus, j'ai déjà des coûts de l'énergie qui sont prohibitifs. La coupe est pleine, n'en rajoutons pas. Il faut apaiser ce conflit social rapidement, lâcher une prime, trouver un moyen terme, hâter les négociations. Mais pour le moment, objectivement, il y a une forme d'impasse. Et là, toujours dans le temps présent, par contre, David, parce que vous avez raison de nous ramener dans le temps présent, c'est aussi la porte ouverte à des revendications salariales dans tous les secteurs. Donc, si on cède tout de suite dans le secteur de l'énergie et qu'on file 10% à tout le monde, on dit, ah ben effectivement, les gars, il y a 10% d'inflation, donc on vous augmente de 10%. À la SNCF, ils vont demander la même chose. À la RATP, ils vont demander la même chose. Et puis, bah, la CGT, dans toutes les branches, elle va demander ses 10%. Et puis, il y a la réforme des retraites qui se profile rapidement. Et donc, de nouveaux conflits sociaux à venir. Bref, tout ça est à voir dans un contexte quand même un petit peu plus large que juste le conflit là maintenant tout de suite. Il n'est pas évident que tous les acteurs aient finalement si intérêt que ça à céder et à apaiser ce conflit. Donc, est-ce qu'il pourrait durer? Potentiellement, il y a des facteurs qui peuvent permettre de le penser. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais potentiellement, on peut imaginer tout à fait des scénarios qui nous permettent de dire oui, il pourrait durer ce conflit. Bon, après, il y a aussi ce que peuvent faire les pétroliers et les pouvoirs publics pour limiter les dégâts. On parle de détourner les carburants vers les zones les plus touchées, d'augmenter nos importations, de faire appel à ce qu'on appelle les réserves stratégiques de l'État. Est-ce que ça peut aider? Ça peut aider à rendre supportable la situation et en faire en sorte que finalement, bah, tout le monde ait ses 20 litres d'essence toutes les 48 heures pour pouvoir continuer à aller travailler et perturber le moins possible l'activité économique. De toute façon, on en arrivera encore une fois, bah, c'est un petit peu ce qu'on avait vu au Sri Lanka avec le QR code permettant, bah, c'était une forme de finalement de ticket de rationnement moderne sur smartphone, et puis vous montriez votre QR code, et puis vous aviez droit à 20 litres par jour ou par semaine, ou voilà. Bon, eh bien, on peut arriver effectivement aussi à ça pour le rendre supportable et pour maintenir un fonctionnement de la société. Pour les usages
prioritaire, on a déjà connu ça, c'est essentiel ou c'est pas essentiel. Vous êtes commerce essentiel ou pas commerce essentiel, vous pouvez être ouvert ou vous êtes fermé, vous pouvez avoir de l'essence ou vous ne pouvez pas en avoir. La question est de savoir, c'est est-ce que le gouvernement et les pétroliers et le système économique, on va même dire, est-ce que le gouvernement et le patronat sont prêts pour éviter les effets de second tour de l'inflation à assumer un conflit social dur pour empêcher des augmentations significatives? Je pense que la réponse est oui. Bon. Donc, je pense qu'on va aller vers une forme, de toute façon, ben, on va s'organiser et les pouvoirs publics vont essayer d'organiser les choses pour qu'elles soient le moins pénibles possible, mais comme tout problème, ce sera de toute façon pénible. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana pour le site Insolentiae. Merci Charles, bonne journée. David, merci à Ciao. tous.